Voilà, donc la dernière fois, on avait fait le tour sur ces onglets-là. Donc, on a vu un peu les fonctionnalités qu'on peut utiliser avec Microsoft Word. Je vous ai donné aussi des TP pour pratiquer un peu, parce que même en regardant une formation ou bien un cours, tout change lorsqu'on décide de pratiquer ce qu'on a appris nous-mêmes. Donc, c'est là où on apprend effectivement. Et on peut aussi découvrir plusieurs choses nouvelles. Et donc la pratique, c'est vraiment la clé de l'apprentissage de n'importe quel domaine. Donc on va commencer, ou bien on va continuer plutôt notre tour. Et je vais vous montrer un peu cette option de publi-postage qui est très très intéressante si jamais on a besoin de générer des documents personnalisés. Et le fameux exemple, c'est l'exemple des attestations. Par exemple, si jamais on a un événement et on veut euh, générer des attestations, normalement j'ai une liste de participants. Et puis à partir de cette liste de participants, je vais pouvoir générer d'une manière automatique, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre l'attestation et la personnaliser manuellement et copier le nom et le prénom de chaque étudiant. Et ça, on va le faire d'une manière qui est automatique. Alors, je vais prendre une liste euh, de votre liste de présence. Je vais prendre quelques-uns justement pour faire le test au hasard, d'accord? Donc, je vais ouvrir d'abord Excel. Merci. Voilà. Donc, je vais copier donc, j'ai ici nom et prénom, d'accord? Donc, nom. Et là, j'ai prénom. Je vais enregistrer ce document-là quelque part dans mon ordinateur. Par exemple, je vais le mettre un peu proche dans mon bureau. Ça, je vais appeler attestation bien liste de présence. Liste de présence. Voilà. C'est bon, je vais le fermer parce que j'aurai pas besoin. Alors ici, je viens dans l'onglet publier postage. Donc si jamais vous l'avez pas, vous pouvez le chercher ici. Donc vous venez dans fichier et dans compte. Vous pouvez aller à personnaliser le ruban. Et là, si jamais il est décoché, donc c'est publier postage, il se peut qu'il soit décoché comme ça. Donc vous le cochez, OK, et ça va apparaître dans votre barre des onglets. Et là, va apparaître les fonctionnalités correspondantes. Donc la première chose, c'est démarrer la fusion et le publier postage. Donc je vais sélectionner par exemple lettre ou bien enveloppe ou bien n'importe. Donc pour notre cas, c'est un document Word, donc je vais mettre lettre. Alors pour rester dans le cadre de l'attestation, je vais quand même tourner la page. Donc en mise en page, je vais faire une orientation paysage. D'accord? Donc je vais mettre attestation avec un fond un peu spécial. Donc je mets par exemple celui-là. On va revenir sur cette histoire des fonds pour pouvoir ajouter des fonds personnalisés et nouvelles pour avoir une touche très personnalisée de vos documents, c'est-à-dire de ne pas utiliser des fonds qui sont trop classiques, que tout le monde le fait, mais vous pouvez utiliser des fonds qui sont très personnalisés. Donc là, j'ai attestation. On peut supposer qu'on a un design un peu plus joli que ça. Donc je reviens, insertion. Alors c'était où? Voilà. Donc je mets une bordure quand même. Donc je peux choisir quelque chose pour le test. Voilà, donc n'importe. OK, que ça apparaît quand même comme une attestation. Alors on revient à publier postage. On a déjà choisi la lettre ici. Et puis je dois sélectionner. Donc les étapes, ils sont l'une à côté de l'autre. Là, j'ai sélectionné des destinataires.
normalement ici, je peux entrer une nouvelle liste, c'est-à-dire la faire entrer manuellement ici. Donc je rentre la première ligne, oups, voilà. Nouvelle entrée, je mets la deuxième ligne et ainsi de suite. Mais c'est pas pratique. Vous voyez, si jamais on a déjà la liste de présence, on va pas s'amuser à le faire entrer encore une fois d'une manière manuelle. Alors qu'est-ce qu'on fait d'une manière très générale et très courante? On utilise une liste existante. Alors là, lorsque je clique sur liste existante, ça va me faire, donc ça va aller sur mes fichiers pour chercher le document que j'ai déjà. Donc je viens de l'enregistrer dans mon bureau. C'est la liste de présence, elle est là. Donc ouvrir. Voilà, donc il va me préciser la feuille, puisque se peut que mon Excel possède plusieurs feuilles. Donc je choisis la feuille correspondante. Je mets OK. Alors là, la feuille, elle est sélectionnée. Je peux bien sûr modifier la liste du destinataire, mais le plus important pour nous en ce moment, donc je dois rajouter le nom et prénom de mes participants. Je mets nom et prénom, par exemple, de points, ou bien la fameuse donc ligne que on atteste que le participant suivant, il a suivi la formation et ainsi de suite. Alors, je veux insérer le nom et prénom que j'ai dans ma liste Excel. Donc, je viens ici à insérer un champ de fusion. Je vais trouver exactement les en-têtes des colonnes que j'avais dans mon Excel. Alors, je vais réouvrir l'Excel pour vous montrer. Alors, il est là. Alors là, j'avais comme en-tête nom et prénom. Je peux y avoir plusieurs champs. Tous les champs que j'ai, ou bien les colons que j'ai ici, ils vont apparaître dans la partie de insérer un champ de fusion. Donc dans ce cas, j'ai juste nom et prénom. Donc je vais retrouver ici justement nom et prénom. Donc je peux rajouter nom. Donc ça s'affiche de cette manière-là entre deux guillemets, ou bien je sais pas comment ça s'appelle. Après, je peux mettre juste un espace et rajouter le prénom. Ou bien je peux aussi ajouter le nom comme ça et revenir à la ligne et afficher le prénom. Donc comme vous pouvez le formuler quand vous voulez. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc l'idée c'est quoi? C'est que pour chaque ligne de votre Excel, il va remplir le document Word par le nom et le prénom correspondant, et j'aurai un grand fichier avec toutes les lignes et les enregistrements que j'ai. Donc on va le tester. J'ai ici un bouton aperçu des résultats. Du coup, ça va me permettre de voir et de vérifier le résultat directement dans Word. Alors si je clique sur aperçu des résultats, j'aurai la première ligne de mon Excel. Voilà, donc la première ligne, je l'ai mis ici et là. Je vais agrandir un peu. Ensuite, je peux naviguer avec ces flèches-là pour voir les suivants, ou bien la dernière page. Donc je peux vérifier un par un. Genre je mets suivant, suivant, suivant pour vérifier est-ce que les noms et prénoms s'affichent correctement. Donc là, j'ai que 3 lignes. Si jamais vous imaginez que mon événement il possède 100 personnes ou bien 500, bon n'importe, ils vont se créer d'une manière automatique comme ça. Alors lorsque je vérifie, tout va bien, donc je vais supprimer cette partie-là. Je vais mettre ça au milieu, par exemple, avec une taille intéressante. Alors une fois que c'est vérifié, que c'est terminé, je viens ici à terminer et fusionner. Et là, j'ai le choix. Donc je peux modifier des documents individuels. Alors si je clique ici, ça va me demander le nombre de pages que je veux, ou bien le nombre d'enregistrements. Je peux enregistrer tout, comme je peux personnaliser. Genre, je mets c'est-à-dire de la ligne 5 jusqu'à 10, ou bien de 1 jusqu'à 2, ou bien bon, ce que vous voulez. Ou bien on met tous, dans notre cas, on peut faire tous.
Alors, j'ai choisi, donc en rappel, j'ai choisi de modifier des documents individuels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va me donner? Ça va me donner un nouveau fichier Word, donc avec les enregistrements, donc chaque page, avec les valeurs exactement que j'ai dans mon Excel. Donc là, j'ai 3 lignes, donc il a généré avec un seul clic 3 pages. Si jamais j'avais, comme j'ai dit, 100 enregistrements, il allait les créer exactement avec un seul clic. Donc les 500 pages, donc n'importe quel nombre que je veux afficher. Donc ça, c'est un nouveau document, donc lettre 1, que je peux enregistrer, que je peux imprimer, que je peux faire ce que je veux. Alors je ferme ça, donc je ne veux pas l'enregistrer. Je peux aussi imprimer les documents. Donc je peux tout imprimer comme je peux imprimer la page en cours, ou bien je peux choisir de page par exemple 2 à 3 si jamais je veux la deuxième et ainsi de suite. Alors si je fais imprimer, ça va normalement, donc je peux choisir une imprimante ou bien simplement l'imprimer sous format PDF. Comme ça, on aura un PDF avec toutes les enregistrements pour pouvoir les imprimer ou bien les envoyer aux personnes concernées. Donc ça, c'est l'intérêt de ce publi-postage. Donc ça permet de créer un grand nombre de documents à partir d'une liste de données sous format Excel, ou bien on peut tout simplement les faire entrer manuellement dans la fiche qu'on a ici. Donc je peux ajouter ou supprimer des colonnes, je peux faire plein de choses que je veux. Et là, le plus important, c'est que j'insère mes champs, donc où je veux. Donc je peux mettre juste le nom. C'est pas obligatoire de mettre tous les champs dans le document, donc ça dépend de notre besoin. Par exemple, je mets juste le nom, je mets juste le prénom, bien ici ça va apparaître toutes les colonnes que j'ai dans mon Excel et que je peux rajouter à mon document pour le personnaliser. Et il est nécessaire bien sûr de voir un aperçu des résultats et puis de vérifier est-ce que mes attestations sont bonnes, est-ce que tout va bien, ou bien il y a quelque chose qui n'apparaît pas, parce que des fois, par exemple, dans le cas des attestations avec des noms et prénoms, il se peut que moi, j'ai réservé une petite place pour les noms, mais il y en a certains qui ont un grand nom qui dépasse les marches, d'accord? Donc, je peux faire un autre test ici. Bon, là, je dois fermer pour modifier parce qu'il est déjà en lecture seule, mais vous pouvez imaginer que le nom, il est trop lent, du coup, ça dépasse. Donc là, dans ce cas, il faut juste adapter le style, genre diminuer un peu la taille ou bien réserver une place aussi plus grande pour ces noms ou bien pour ces prénoms pour pouvoir les insérer correctement et que tous mes documents soient bien rédigés et bien formatés. Donc c'est pourquoi il est très intéressant de passer par cette étape-là et de vérifier donc rapidement un par un ou bien par un défilement rapide ces attestations, bien sûr, si c'est possible et si ça implique. C'est clair, vous avez des questions jusque-là? C'est clair maintenant. Parfait. Alors, on a fait le publier postage. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut. Donc, ici, vous avez dans la partie des polices. Donc, il y a des polices qui existent déjà par défaut dans Word. Donc, on a une grande liste. Et ça reste des polices quand même classiques que tout le monde peut utiliser, bien sûr, que c'est très facile à les utiliser. Je peux aussi faire autre chose. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Alors, il y a ce site-là qui s'appelle fonts.google.com. Donc, je vais le mettre un peu plus grand ici pour que vous pouvez le noter et le voir.
Alors ce site, il permet de choisir donc et de voir des différents styles, donc de nouveaux styles, d'accord? Donc on peut choisir un et je vais vous montrer comment vous pouvez l'installer et l'utiliser dans votre document. Voilà, donc ici on peut choisir la langue. Par exemple, je veux l'arabe, donc je choisis directement la langue pour qu'il m'affiche juste les polices de cette langue-là. Par exemple, si je mets arabe sans chercher, alors ça va me montrer juste les polices d'arabe, donc plus ou moins différentes, un peu esthétiques, et des polices plus ou moins professionnelles et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir, c'est trop différent, c'est plus joli si vous êtes en train de rédiger très fréquemment des documents en arabe. Donc il est bien de changer un peu de style ou bien d'utiliser une police qui vous identifie. Donc si on voit votre document, on dit voilà, c'est le document de cette personne-là, donc c'est comme une identité si vous voulez. Dans mon cas, je vais utiliser un truc, donc je vais choisir latin, donc pour tout ce qui est en français, anglais, normalement. Si je mets ici latin, alors c'est ici normalement. Voilà, donc je choisis celui-là. Et là, ça va apparaître justement les polices avec les lettres latines, c'est-à-dire tout ce qui est arabe, français, espagnol, donc toutes les langues qui utilisent cet alphabet. Alors ici on a le feeling, donc ça va permettre de choisir le style en général de la police que vous êtes en train de chercher. Par exemple, on a des trucs business, des trucs un peu plus artistiques et euh, et plus voilà, donc c'est un peu de design, etc. Alors j'ai ici innovatif aussi, donc c'est si jamais on est en train de faire une affiche ou bien donc un document un peu spécial, alors vous choisissez celui qui vous semble le mieux. Donc il y a vraiment beaucoup de styles que vous pouvez utiliser pour les titres, pour les grands titres, pour la première page. Donc il y en a vraiment plusieurs. Je vais choisir un justement pour vous montrer comment l'installer. Alors je vais choisir celui-là par exemple. Je clique sur le fond qu'on a choisi. Il y a toujours une démonstration ici. Je peux aussi tester avec mon propre texte. C'est-à-dire, je vais mettre bonjour ici. Et puis, il va me montrer comment s'écrit ce bonjour avec cette fond-là. Donc, je mets bonjour encore une fois. Donc, ça va apparaître ici. Je peux diminuer la taille ou bien augmenter encore plus pour voir exactement comment ça apparaît. Et puis, je peux le télécharger. Donc, je mets Get Fonts. Alors, lorsque je clique sur Get Fonts, il y a donc alors j'ai déjà choisi quelques-uns. Donc celui-là que je viens de choisir. Donc ça c'était avant, je faisais des tests. Alors c'est celui-là qu'on vient de choisir. Donc j'ai un petit bouton ici pour le télécharger. Alors je clique là et j'enregistre quelque part dans mon ordinateur. Alors je vais aller. Normalement il va télécharger un document zip. Donc c'est un document zippé compressé. Donc il suffit de l'extraire dans un dossier et le résultat il est comme ci. Donc j'ai déjà décompressé le fichier. Donc le dossier contient deux fichiers, un fichier texte et un fichier .ttf. Donc ce fichier-là, c'est celui qui va nous intéresser. C'est comment on peut dire, c'est un petit programme qui va permettre d'installer cette nouvelle font dans votre Word d'une manière automatique. Alors je vais juste faire un double clic, donc clic deux fois. Donc j'ai cette fenêtre qui apparaît.
Donc, j'ai le nom de la police, OpenType. J'ai ici imprimé, donc là, c'est comme un échantillon de notre fond. Et j'ai ici un bouton installer. Donc, si je clique sur installer, c'est bon, c'est installé. Donc, il n'y a pas d'autre étape. Lorsque le bouton devient gris, c'est-à-dire que je peux pas encore cliquer une autre fois, ça veut dire que la police a été installée avec succès et sans problème. Alors, je vais fermer ça. Donc, on se rappelle juste du nom du fond qu'on a installé. Ça s'appelle Story Script. Donc, je ferme ça. Ça également. Alors ça aussi, j'ai pas besoin. Je vais revenir. Vous pouvez voir que, donc je vais chercher Story Script. Donc il est là. Donc je l'ai installé et instantanément, je le trouve sur mon Word. Alors si je l'installe sur le Word, je vais le retrouver encore sur Excel, sur PowerPoint, sur toute c'est-à-dire sur tout le pack Office. Alors, je vais changer ici mon style. Donc, c'était Story Script. Donc, c'est exactement le script qu'on vient d'installer. Bien sûr, vous pouvez installer plusieurs types de fonds donc pour décorer vos documents et ainsi que vos rapports. Alors, ça, c'est le site. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, bien sûr, où vous pouvez télécharger plus de fonds. Mais le Google, il est, pour moi, c'est sécurisé, d'accord? Donc, n'installez pas des fonds de sources inconnues. Donc là, c'est des fonds sécurisés, donc il n'y a pas de problème dans ce site si vous téléchargez quelque chose de là. Et si jamais vous le faites d'autres sources inconnues, vous pouvez risquer d'être compromis, par exemple, ou autre chose. Voilà. Donc ça concerne les polices et comment les personnaliser. Alors autre chose, je vais passer dans une nouvelle page. Alors il y a deux fonctions que je vais vous montrer. Justement ça va nous permettre d'insérer un texte aléatoire pour tester, pour faire des mises en page. Donc il y a le rand, je mets entre parenthèses vide. Donc je mets égal rand. Rand c'est pour random. En anglais, ça veut dire aléatoire. Du coup, ça va me générer un texte aléatoire pour faire des tests. Alors lorsque je clique sur entrée, ça va me donner un long texte pour faire des tests bien sûr et pour tester la mise en page et ainsi de suite. Voilà. Donc ça me permet de créer ça. Il y a aussi une autre fonction. Donc c'est égal, ça s'appelle lorem entre parenthèses vide. Donc c'est égal lorem entre parenthèses vide. Après, lorsque je clique sur entrée, ça me crée un texte. Donc c'est ce texte qu'il a généré d'une manière aléatoire justement pour tester la mise en page si jamais vous êtes en train de tester ou bien pour remplir un truc que par exemple un autre utilisateur il peut le remplir après par un texte personnalisé. Alors ensuite qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va voir le remplissage automatique. Alors ici, je viens dans l'onglet fichier, je vais aller à options. Alors dans options, j'ai un truc qui est vérification, d'accord? Et j'ai ici option de correction automatique. Alors des fois, lorsqu'on tape des choses sur Word, il les corrige d'une manière automatique. Et ça, il le fait à travers, bien sûr, cette liste de correction automatique qu'il possède déjà. Donc lui, il a déjà des entrées et par quoi il va les corriger. Donc si je clique sur option de correction automatique, j'ai ici les options que je peux modifier ou pas. Par exemple, ici, on a un majuscule en début de phrase. Ça, il peut le faire d'une manière automatique. Si jamais je veux pas qu'il le fasse de manière automatique, je peux juste décocher la colonne
ainsi que pour tous les autres options. Donc il y a automate pour tout ce qui est mathématiques, lors de la frappe, la mise en forme automatique aussi. Il y a aussi plusieurs autres options. Alors si jamais je veux, par exemple, j'utilise moi un, un, un terme qui contient plusieurs mots et il y a une abréviation, bien je veux qu'il remplace l'abréviation avec un texte, donc de notre choix. On va prendre l'exemple de l'intelligence artificielle, par exemple. Ben, je veux que si jamais j'écris IA, donc intelligence artificielle, je vais l'écrire juste en abréviation. Lui, il va le remplacer par intelligence artificielle. Alors, artificielle, comme ça. Donc, j'ai écrit le mot et par quoi il va le remplacer. Je mets ajouter. Donc, il est là dans la liste. Donc, ici, la liste est trop grande par défaut. Donc, ce sont des valeurs qui existent et ils sont très nombreux. Alors, j'ai rajouté la valeur personnalisée que je veux. Je mets OK, OK. Et là, on va le tester. Donc, je vais mettre test de IA. Alors, j'ai écrit IA. Je vais cliquer juste sur espace et il va le remplacer automatiquement par les termes que j'ai définis. Et là, vous pouvez voir que je peux détecter quand même qu'il a fait une correction automatique. Donc, j'ai ce petit onglet qui est en bas. Je peux toutefois annuler le remplacement si jamais je veux. Je peux arrêter cette correction automatique, comme je peux aussi voir encore plus d'options de la correction automatique. Du coup, ça va me faire revenir à l'onglet où j'ai rajouté ce remplissage automatique. Donc ça, c'est très utile. Si jamais vous avez des choses qui se répètent très régulièrement et que vous voulez pas les taper plusieurs fois, vous pouvez faire cette option-là pour faire gagner du temps. Et je peux toutefois le supprimer. Par exemple, moi, j'en ai plus besoin que ça qu'il le remplace. Donc, je vais le sélectionner ici, je mets supprimer, il va le supprimer. OK. Alors là, si je mets test 2, je mets IA, je clique sur espace, ça va pas le remplacer. D'accord? Donc, je peux toutefois rajouter un remplacement comme je peux l'annuler si jamais j'ai besoin de ça. Pareil pour la première lettre en majuscule. Donc là, je l'ai écrit en minuscule. Une fois que je clique sur entrée, plutôt sur espace, donc ça le corrige d'une manière automatique et ceci devient en majuscule et vous pouvez le, le constater avec ce petit bouton qui apparaît pour modifier l'option de la correction automatique pour l'annuler si jamais je veux pas moi que ça soit en majuscule en début. Ou bien arrêter de faire la majuscule en début pour le début des phrases, bien sûr. Donc tout ça, c'est personnalisable, mais le fait de faire ce remplissage, c'est très utile lorsqu'on utilise des mots un peu grands et on risque de faire des fautes d'orthographe et tout, et de perdre encore le temps à réviser le document et tout. Donc on peut faire ce remplissage, c'est très utile. Alors ça, d'un côté. D'un autre côté, on a aussi l'onglet révision. Alors l'onglet révision, c'est très utile si jamais, par exemple, vous travaillez sur votre rapport. On travaille sur un rapport d'un projet de fin d'études et vous envoyez à votre encadrant le rapport à corriger. Donc moi, je suis prof, j'ai reçu ce rapport et je veux rapport en Word, bien sûr. Je vais mettre des modifications dans ce rapport et envoyer ces modifications à l'étudiant. Et moi, je veux pas que juste, par exemple, je vais supprimer ça et je vais enregistrer. Mais lorsque l'étudiant il va recevoir cette version, il ne va pas savoir que j'ai supprimé un mot ici. D'accord? Donc c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? On vient là et on clique sur suivi de modification. Donc lorsque je clique sur suivi de modification, qu'est-ce qui se passe? Je suis en mode révision du document.
c'est-à-dire toutes les modifications seront seront claires pour tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, moi, ça me plaît pas cette phrase-là, je vais la supprimer. Alors là, je vais supprimer dans mon clavier, avec la touche qui supprime, et ça va s'apparaître de cette manière-là. Vous pouvez voir le commentaire que l'auteur, donc c'est moi, la date et l'heure, supprimé. Donc c'est-à-dire que cet auteur, il a supprimé cette ligne-là à cette date et à cette heure-là. Je peux aussi ajouter un texte, donc ajouter un texte, toujours 3 points, et vous pouvez voir que le style, il est différent. Et lorsque je mets la souris sur ce texte, comme ça, il va me donner cet petit indice que ce texte-là a été ajouté, bien cette partie a été ajoutée à cette date-là, à cette heure-là, par cet utilisateur. Donc si moi j'ai 2 encadrants, j'envoie à chacun, donc chacun il va faire des modifications et je peux voir qui a fait cette modification et ainsi de suite. Alors, de l'autre côté, pour moi, j'enregistre et je ferme et j'envoie la version révisée à mon étudiant. L'étudiant, de sa part, il va ouvrir le document. Si jamais, donc il va ouvrir le document et là, il peut soit accepter la modification que j'ai faite, soit la refuser. Donc, il aura après le choix. Donc, moi, j'ai proposé des modifications. Pour lui, il peut juste les accepter. Donc, si je mets accepter, il a accepté de supprimer la phrase. Ensuite vient c'est ce que j'ai ajouté, donc il peut le refuser, ça va se supprimer. Et puis, si j'accepte, ça va se rajouter. Là, j'ai terminé mes révisions, donc je vais revenir justement pour faire encore du test. Donc je peux faire ça pour tout le monde ou bien pour mes modifications uniquement. Je peux naviguer vers les modifications. Donc ça, si j'ai plusieurs modifications, on peut aussi naviguer. Je peux aussi comparer plusieurs versions d'un même document. Donc si j'ai par exemple une version antérieure et j'ai fait des modifications, j'ai du mal à localiser ces changements, je peux le faire avec cette option-là. Donc à la fin, je peux accepter ou refuser comme on avait dit. Je peux aussi ajouter des commentaires pour justifier et ça se fait comme un peu comme une petite discussion qui peut être entre l'étudiant et le prof. Par exemple, dans cette partie-là, je vais ajouter un nouveau commentaire ici. Et donc je vais dire que cette paragraphe, alors paragraphe nécessite une reformulation. Par exemple, j'envoie. Donc ça reste comme une petite discussion. L'étudiant, lorsqu'il va recevoir mes commentaires, il peut venir là et me dire OK, c'est fait, pour qu'il renvoie après la version corrigée. D'accord? Ça, on suppose que c'est le deuxième, donc c'est la deuxième personne qui a répondu par la suite. Alors, lorsque vous recevez un document qui est révisé, vous pouvez donc accepter les modifications et après, vous pouvez aussi répondre aux commentaires. Donc, par exemple, c'est fait ou bien vous discutez quelque chose n'a pas. Donc ça, c'est aussi très important. Ensuite, on peut aussi, afficher ici le plan de notre document. Donc je peux fermer l'onglet de mon plan. Qu'est-ce qu'on peut faire ici encore? Oui, donc j'allais voir avec vous aussi la traduction. Donc j'ai une option ici dans Word que je peux traduire le document directement dans Word sans avoir à passer par d'autres outils externes. Donc j'ai déjà l'option ici, mais on retrouve toujours les gens en train de copier et d'aller chercher
un autre programme qui va leur faire la traduction, alors que ça existe dans le Word d'une manière très simple. Donc, je sélectionne par exemple celui-là, je mets traduire, je peux traduire tout le document, comme je peux traduire uniquement une sélection. Une sélection, c'est exactement ce que j'ai sélectionné ici. Alors, je mets la sélection, donc je vais juste, voilà. Donc, j'ai ici la langue détectée, donc ça se détecte d'une manière automatique. La langue cible, j'ai un large choix ici. Donc, je vais choisir, par exemple, l'arabe. Voilà. Insérer. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Alors, je vais sélectionner encore une fois et je mets insérer. Non, je ne vais pas insérer dans une autre source, mais je vais insérer exactement, et je vais remplacer plutôt la partie que j'ai traduite. Donc là, j'ai directement la traduction, donc j'ai pas besoin d'aller chercher dans une autre application et de faire la traduction. Donc il y a un large choix des langues qu'on peut faire la traduction avec, comme on peut faire pour la sélection et aussi pour le document, c'est-à-dire que je crée une copie qui est traduite de tout le document, bien sûr avec le service de Microsoft Translator, donc c'est un traducteur de Microsoft. Voilà, donc on choisit bien sûr la langue cible et ainsi de suite. Donc après, on a aussi une chose importante. Donc elle est où? Voilà. Donc j'ai ici la règle, c'est la partie qui est en haut. Donc si jamais c'est masqué pour vous, vous pouvez l'activer ici. Donc affichage règle, ça permet de régler les marges de votre document. Vous pouvez rajouter ou diminuer selon le besoin. Vous pouvez rajouter une position de réduire, c'est-à-dire si jamais vous faites un rapport et vous savez déjà que vous allez faire un spirale d'un côté, donc sous forme de livre. Donc là, il faut laisser quand même plus d'espace de ce côté. Donc ça se fait soit en haut, bon, ça peut se faire bien sûr en haut à gauche ou en bas. Donc si jamais le document il est en français, on va le faire certainement à gauche. On peut ici aussi changer l'orientation. On peut donc afficher un nombre de pages si jamais on le souhaite et on peut appliquer ces modifications toujours soit à partir du point que je suis, c'est-à-dire à partir de la page où je suis, ou bien je peux l'appliquer à tout le document. D'accord? Donc voilà. Les papiers, si jamais on prévoit un document d'une grande taille, donc il faut le faire ici dans Word, comme ça vous avez une conception correcte, vous avez plus d'espace pour le faire. La mise en page aussi, vous avez encore plus d'options ici. Voilà, donc on a aussi le volet navigation. Alors ce volet navigation, qu'est-ce qu'il va nous montrer? C'est plutôt les titres. Donc les titres qu'on avait fait l'autre fois. Alors je vais faire ici un exemple, titre 1. Alors je sélectionne ce titre, je vais le mettre en donc c'est où ça? Ah ouais, voilà, accueil. Donc je mets ça comme titre 1. Donc là je mets version arabe, titre 2. Et puis, dans le volet navigation que je viens d'activer ici, affichage, volet navigation, qu'est-ce que j'ai? J'ai comme un petit plan de mon document avec les sections. Donc, ça, section 1, donc titre 1. Je peux y avoir ici un peu plus. Je vais juste vous montrer pour voir l'utilité de ça. Donc, j'ai titre 2. Je peux y avoir titre 3 un peu en bas. Là, je mets titre 3. Voilà.
Alors, l'intérêt, c'est quoi? Donc, j'ai ici tout le plan de mon document et puis je peux naviguer très rapidement dans les parties. Par exemple, moi, je suis ici, je suis dans la première page. Je veux aller directement à titre 3. J'ai un long document de 500 pages. Je vais pas commencer à défiler de 3 minutes, mais je vais aller directement à titre 2. Je clique et ça va me faire voyager à un autre titre 3 dans dans 500 pages ou bien 300, bien n'importe. Donc c'est très important si vous êtes en train d'utiliser un document qui est long. Donc il est bien de structurer ça avec les styles qu'on a ici. Et comme on avait vu la dernière fois, c'est aussi utile pour créer la table de matière d'une manière automatique. Donc ça, on avait déjà fait la dernière fois. Comme ça se crée d'une manière automatique. Comme c'est utile avec l'onglet volet de navigation si on veut aller directement à une partie sans avoir à défiler plusieurs pages pour retrouver cette section-là. Voilà, donc ensuite, on va voir un truc qui est aussi important, c'est le volet développeur. Donc ce volet-là, il se peut que vous l'avez pas activé, que vous l'avez pas déjà actif. Donc pour l'activer, c'est comme on a fait tout à l'heure. Donc je vais vers Options. Et là, je vais vers personnaliser le ruban. Et là, vous trouvez toutes les possibilités des onglets principaux avec des commandes plus ou moins personnalisées. Donc, si jamais vous avez le développeur décoché, il suffit de le cocher. OK, OK. Et puis, vous avez l'onglet ici développeur qui est avec toutes ces fonctionnalités. Alors là, ça va nous permettre encore plus de fonctionnalités. Ce qu'on va voir, c'est la partie des contrôles. D'accord, cette partie-là. Alors, ça va nous permettre de créer, par exemple, des formulaires interactifs. D'accord, donc je vais mettre ici formulaire interactif. Ou bien, je vais mettre justement formulaire. Voilà, formulaire. Alors, si je veux créer un formulaire pour un utilisateur, par exemple, si je veux créer ces cases à cocher, donc des cases qui sont interactives, donc l'utilisateur il peut cliquer pour cocher ou bien décocher, voilà comme ça. Donc je peux cocher, décocher. À côté, je mets choix 1, je reviens encore, je mets choix 2 et ainsi de suite. Donc là, l'utilisateur, lorsque j'envoie moi le formulaire, il peut clairement faire donc cocher ou bien décocher ces parties d'une manière très simple et très fluide. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut ajouter du contenu avec un texte que l'utilisateur il peut saisir, c'est-à-dire une zone de texte. Je peux aussi insérer donc je peux insérer un espace où l'utilisateur il peut ajouter une image. Par exemple, je vais lui demander, j'ai un formulaire d'inscription, d'accord, d'inscription, et je vais demander donc insérer votre photo, par exemple, comme ça. Et j'ai ici un espace, lorsque l'utilisateur va cliquer, il va pouvoir naviguer et choisir son image de profil pour l'ajouter au formulaire. Je peux aussi, donc je vais comme ça, notre formulaire. Je peux aussi, donc j'ai ici plusieurs options, donc je peux y avoir aussi une liste déroulante, une liste aussi, donc une zone de liste déroulante et une liste aussi déroulante. Alors là, comment je peux rajouter des éléments ici à ma liste? Donc lorsque je clique sur cet élément que je viens d'insérer, j'ai ce bouton propriété qui s'active. Donc tout à l'heure, si je fais comme ça, le bouton propriété n'est pas actif. Je peux pas cliquer. Donc si je clique là, je mets propriété, ça va me ramener aux propriétés de cet élément que j'ai choisi. Alors là, je peux mettre un titre
Par exemple, je vais mettre ville, je vais mettre une liste des éléments de ville. Et là, à la fin, bien sûr, vous pouvez modifier toutes les choses qui sont entre les deux. Et le plus important, c'est qu'on va rajouter ici, par exemple, V1, V2, je peux ajouter V3 encore, et OK. Alors là, j'ai déjà le titre ville. Lorsque je clique sur la liste, j'ai les choix que j'ai, et puis l'utilisateur, il peut choisir la ville euh, à qui, donc il peut choisir directement sa ville. Voilà. Donc j'ai toujours la liste déroulante que je peux modifier. Donc ça, c'est un formulaire interactif que je peux créer pour je sais pas, pour faire des enquêtes ou n'importe. Alors on peut aussi ajouter un truc de date, alors pour faire entrer la date, et ça permet de donner un calendrier d'une manière automatique et choisir la date que vous voulez, l'insérer d'une manière très rapide pour un formulaire. Et il y a aussi plusieurs fonctionnalités plus ou moins avancées, mais j'aimerais quand même que vous avez une idée sur ces fonctionnalités puisque c'est très utile et il se peut qu'on les utilise d'une manière un peu pas facile, mais là je vais essayer de vous montrer la meilleure façon de faire ce genre euh, voilà, de formulaire d'inscription par exemple, ou bien d'autres formulaires de votre choix. Des questions jusque-là? Non, madame. D'accord. Donc ensuite, Comment, madame, on peut avoir multiples choix, non pas juste un ou bien parmi les autres propositions. Comment on peut avoir plus qu'une proposition? plusieurs propositions. Donc, si Bien, la vous question voulez, c'est comment, désolé, donc la question c'était comment on peut cocher plusieurs propositions dans un QCM ou bien un formulaire. oui. Donc ici, si vous voulez cocher plusieurs choix, donc il suffit d'ajouter ces éléments de cases à cocher. Donc c'est exactement ce que j'ai fait dans la première partie. C'est ça la question? Oui, exactement. Oui. Donc vous pouvez juste rajouter des cases à cocher et l'utilisateur il peut cocher des cases qu'il veut. On peut aussi voir la partie propriété correspondante. Donc ça permet aussi de modifier les symboles activés et désactifs. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc c'est tout ce qui est style. Donc afficher en tant que cadre. Je peux afficher ça en tant que balise de début-fin. On peut supprimer le contrôle lorsque les contenus sont modifiés. On peut supprimer donc on peut verrouiller pour que l'utilisateur ne supprime pas et ne modifie pas le contenu après. Donc là, j'ai pas là par exemple, je peux pas ajouter du texte parce qu'en principe, voilà. Donc c'est ça, c'est ça l'idée de multi-choix. Donc vous pouvez le formuler de cette manière. D'autres questions? Non, madame, merci beaucoup. Ok. Alors, il y a un autre truc que je veux aussi partager avec vous. Vous avez vu qu'on a modifié la mise en forme de plusieurs parties. On a changé ici la couleur et tout. Alors, si jamais je fais un contrôle, je vais garder ça comme ça. Donc, je sélectionne tout. Donc, pour tout sélectionner, j'utilise le contrôle de votre clavier, contrôle plus A. Donc, ça permet de sélectionner tout. Ensuite, euh, je mets CTRL A, ça sélectionne tout déjà. Et puis je mets CTRL espace et ça permet d'annuler toutes les, euh, les mises en forme qu'on avait fait préalablement. Donc si je mets ici un CTRL avec espace,
Pourquoi ça marche pas? Voilà. Donc ça marche pas pour tout. OK. Qu'est-ce que je pense qu'il y a à la partie du développeur? Donc si je sélectionne par exemple cette partie-là, je mets CTRL espace, ça permet de faire revenir le style avec le style normal. Donc c'est comme si j'ai cliqué ici. Donc si vous avez un document qui est lent et vous voulez annuler les mises en forme que vous avez fait, il suffit de sélectionner par exemple la partie ou bien tout le document et faire un contrôle plus espace. Du coup, ça permet de revenir à l'origine de votre style qui est normal. Donc donc c'est un contrôle plus espace. C'est pour annuler la la mise en forme. Voilà, la mise en forme, que ce soit de tout le document si vous faites le CTRL A ou bien de la partie que vous sélectionnez. Je crois que ça marchait pas puisque j'ai verrouillé ici. J'ai verrouillé la modification. Je pense que c'est pourquoi ça n'a pas trop marché. De toute façon, si vous le faites avec un petit truc, ça va aussi faire la même tâche. Donc, c'est pour annuler la mise en forme. Et ces raccourcis, c'est très utile. Donc, si vous travaillez trop avec des documents, ça va vous faciliter la vie. Donc, au lieu d'aller chercher des trucs. Donc, il y a vous avez dans Word les raccourcis. Donc, si vous mettez la souris à côté de quelques fonctionnalités, vous trouvez les raccourcis les plus utilisés. Par exemple, avec le gras, c'est un CTRL-G. Donc, si je veux faire un petit truc, je mets CTRL-G. Ça se fait très rapidement que de sélectionner et aller chercher gras, cliquer et revenir. Donc, c'est plus rapide. On a CTRL-I. Donc, ça va faire un italique. Le souligner, c'est pas CTRL-S. D'accord? CTRL-S, c'est pour enregistrer. Parce que normalement, c'est en anglais. Donc, le S, c'est pour save. Donc, CTRL-S, c'est pour enregistrer. Donc, le S, c'est pour save. Pour souligner, c'est underline. Donc, c'est pourquoi on a le U. Donc, souligner en anglais, c'est underline. Donc, on a le U pour souligner. Donc, si je mets CTRL-U, ça va souligner. Et bien sûr, il y a plusieurs autres fonctionnalités ici avec le CTRL-MAJ et un autre symbole. Des choses qu'on utilise trop souvent et qu'on peut les faire avec des raccourcis un peu comme ça. Dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fait de protéger, de verrouiller notre document. Alors là, on peut le faire. Donc je vais ici dans Fichier, Information. J'ai ici une partie pour protéger le document. Alors moi, je veux envoyer le document à quelqu'un pour le remplir, remplir notre formulaire. Et puis, je veux pas qu'il fait beaucoup de modifications, bien qu'il copie du texte, ou bien, bon, on a plusieurs contraintes. Alors, je peux empêcher les modifications, d'accord? C'est-à-dire totalement. Donc, en choisissant de mettre le document toujours en lecture seule. Lecture seule, ça veut dire qu'il ne peut pas modifier, qu'il peut juste lire le document. Lire, ça veut dire voir le document. Je peux chiffrer notamment le document avec un mot de passe, c'est-à-dire seules les personnes ayant le mot de passe ils peuvent le modifier. Il y a aussi plusieurs autres contraintes, comme par exemple ajouter une signature numérique à notre document, donc une signature numérique à travers des outils tiers, que ce soit de Microsoft ou bien donc il y en a plusieurs programmes qui font la signature numérique avec un nombre donc avec un code qui prouve que c'est vous qui a modifié ou bien qui a réalisé ce document. Et aussi, vous pouvez marquer que c'est la version finale si on travaillait sur notre rapport tout à l'heure.
Donc on peut, marquer que c'est la version finale, comme ça le destinataire, il peut aussi voilà, donc il peut aussi le savoir. Donc c'est probablement tout pour, cette séance. Je vais juste partager avec vous le formulaire de présence. Pour noter la présence, s'il vous plaît. Et on profite si vous avez des questions.